Bonjour et bienvenue dans les interviews du Monde devant soi. On est en pleine période de fêtes de fin d'année, des moments qu'on passe traditionnellement en famille, par plaisir ou par corvée selon chacun. Mais pour nous ici, ça va être l'occasion de se pencher sur le concept de famille. Omniprésente dans les films de Noël, la famille nucléaire, un papa, une maman, un ou plusieurs enfants, structure encore bien souvent nos représentations. Mais est-elle un miroir fidèle de notre société aujourd'hui ? Les Français font de moins en moins d'enfants et en 2023, près de 23% de ces enfants vivaient dans des familles monoparentales. Les avancées sociétales comme le mariage homosexuel en 2013 et la PMA pour les femmes seules et les couples lesbiens en 2021 ont aussi fait évoluer les modèles familiaux. Alors, comment sortir des représentations stéréotypées qui ne parviennent plus à englober nos différentes réalités ? C'est ce à quoi Gabrielle Richard tente de répondre dans son livre « Faire famille autrement ». C'est paru aux éditions Binge Audio en 2022. Elle est notre invitée. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes sociologue, spécialiste des questions de genre et de sexualité. Vous êtes professeur en sexologie à l'Université du Québec à Montréal. Et vous aviez déjà signé en 2020 « Hétéro l'école, plaidoyer pour une éducation anti-oppressive à la sexualité ». Alors, on vous a invité pour parler de votre dernier livre, « Faire famille autrement », livre dans lequel vous écrivez que la parentalité est le bastion le plus imprenable de la normativité et de l'hétérosexualité. Donc, en gros, ce qui est considéré comme une vraie famille, c'est quand les deux parents sont un homme et une femme, hétérosexuels, et qu'ils ont eu leur enfant ou leurs enfants biologiquement. Et pourtant, on peut faire famille bien en dehors de ces normes-là, Gabrielle Richard. Alors, c'est effectivement le cas. Et ce qui est intéressant quand on regarde les normes autour de la famille comme d'autres types de normes, c'est de voir la manière dont se jouent les réalités qui s'en émancipent. Et c'est souvent par ce biais-là qu'on peut s'informer le mieux possible ou se rapprocher en termes de connaissances le mieux possible de la norme. Alors, vous l'avez dit tout à fait, quand on parle de famille, on a souvent cet amalgame en tête qu'on ne réalise pas nécessairement dans un cadre contemporain, occidental, selon lequel la famille, c'est l'accomplissement ultime du couple et c'est la fusion de gamètes. Donc, on présume nécessairement que pour faire famille, pour avoir des enfants, il faut être en couple, bien sûr, ce n'est pas dit, mais être en couple monogame, être amoureux, cohabiter et avoir un ou des enfants qui sont issus de notre bagage génétique aux deux personnes. Et bien sûr, ces représentations-là, elles sont stéréotypées, mais vous l'avez dit en introduction, un bon nombre de familles s'en émancipent. Pour autant, elles demeurent les représentations qu'on voit, qu'on se représente, qui sont dans les films de Noël, vous l'avez bien évoqué, dans différentes séries, etc. Donc, ça reste très fortement associé à ce qui doit être, à la normalité. Et alors justement, vous, dans votre livre, vous êtes partie de témoignages de familles queer. Vous avez recueilli ces témoignages et puis vous avez tissé des réflexions autour. Vous les avez aussi mêlés à des données, à des analyses sociologiques. Alors, petit point de définition, s'il le faut, mais quand même, passons-en par là. Est-ce que vous pouvez définir ce que c'est qu'une famille queer, tout simplement ? Avant de vous définir famille queer, on va parler du terme queer. Qu'est-ce que veut dire le terme queer? Il est utilisé souvent pour définir des configurations qui sortent de la norme hétérosexuelle et cisgenre. En d'autres termes, ça regroupe souvent des personnes qui sont soit non hétérosexuelles, c'est-à-dire des familles où il y a deux mamans, deux papas, où il y a des configurations qui sont de pluriparentalité, des familles avec au moins un parent qui est transgenre ou non-binaire, etc. Donc, quand on parle de famille queer, c'est un peu un terme parapluie pour englober cette diversité familiale qui sort justement de cette norme de un papa, une maman finalement. Et alors justement, la parentalité issue de configuration queer. On peut en discuter ici. En fait, ça implique la question de la filiation biologique. Chez les couples hétérosexuels, bien souvent, la parentalité non biologique, elle est envisagée uniquement par dépit, en fait, quand la reproduction hétérosexuelle est impossible d'un point de vue biologique. Et donc, ça veut dire, par exemple, l'adoption ou le don de gamètes. Et c'est une parentalité qui peut être considérée comme un peu moins légitime chez les hétérosexuels. Alors que chez les personnes queer, en fait, c'est parfois une donnée de départ, l'impossibilité biologique de se reproduire. Et donc, la perspective est d'emblée différente. Alors, ça change tout
à la question de ce que c'est que la parentalité, Gabrielle Richard. Mais absolument. Ce qui est intéressant d'aller voir du côté des personnes queer, c'est que très souvent, dans leur narratif autour de la famille, il y a toujours un moment, moi j'ai rencontré plusieurs dizaines de parents queer et je suis moi-même un parent queer. Et ce qui était commun dans le narratif de toutes ces personnes, j'ai envie de dire, quel que soit leur âge, leur profil, d'où ces personnes venaient, et cetera. Il y avait toujours un moment de rupture avec le scénario de famille traditionnelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens prenaient conscience pour eux-mêmes et puis ensuite peut-être commencer à faire des coming out auprès de leur entourage, il y avait toujours un moment où les gens intériorisaient le fait que ah, je suis lesbienne, donc je ne pourrais pas être parent. Ça venait avec une rupture présumée de ce scénario de la famille traditionnelle. À partir de cette rupture initiale que je pense la totalité des parents queer que j'ai rencontrés m'ont raconté, il y a ensuite un moment où on va peut-être, se rendre compte que notre orientation sexuelle ou notre identité de genre ne vient pas, disons, ternir notre désir de faire famille, hein, qu'on peut vouloir devenir parent, quelle que soit notre orientation sexuelle ou notre identité de genre. Et dans ce contexte-là, beaucoup de parents ou de futurs parents queer en venaient à s'informer sur les alternatives en matière de procréation ou d'adoption, etc. Et on venait à donc s'exposer à d'autres familles queer, à d'autres parents queer qui avaient donc justement été de l'avant dans ce projet parental. Et donc, il y a toujours un moment de rupture initiale et puis un moment de reconfiguration où on se dit, ben, peut-être pas, peut-être que c'est quand même accessible, c'est quand même possible. Et là, dans ce contexte-là, effectivement, ce qui est fort intéressant, je trouve, en tant que sociologue, c'est la manière dont ces réflexions-là se jouent et se déploient de façon très consciente chez les futurs parents queer en comparaison à plusieurs futurs parents hétérosexuels. Alors, je ne suis pas en train de dire que les parents hétérosexuels prennent pour acquis que tout va se jouer facilement, et c'est bien sûr pas toujours le cas, mais les parents queer, par défaut, vont se demander, il y a toujours un moment où ils vont s'asseoir quelque part avec leur partenaire et se poser la question de, oui, est-ce qu'on veut un ou des enfants, mais aussi, quelle est l'importance qu'on accorde à notre lien génétique avec ces enfants-là? Est-ce que c'est important pour moi, pour toi, pour les deux, ou davantage de partenaires? Qu'en est-il par exemple, du nom de famille? Ça, c'est des préoccupations qui arrivent aussi auprès des couples hétérosexuels. Mais pour donner notre exemple, beaucoup de parents queer, il y a un moment où ils vont s'asseoir, ils vont discuter des termes qu'ils préfèrent utiliser ou qu'ils préféreraient qu'un éventuel enfant utilise à leur égard. C'est des moments d'échange qui ne trouvent pas nécessairement leur équivalent dans des couples hétérosexuels où on prend pour acquis que la femme du couple va être la maman et que l'homme du couple va être le papa, sauf s'il y a des reconfigurations familiales par la suite, à la suite de séparation ou autre. Ce sont les termes un peu par défaut. Dans les familles queer, la discussion se présente nécessairement. Si c'est une famille avec deux futures mamans, il y a le moment où on va discuter de c'est quoi ton attachement au mot maman? Est-ce que tu y tiens? Est-ce que moi j'y tiens? Est-ce qu'on va les deux le choisir pour nous? Est-ce qu'on va choisir une alternative? Etc. Idem pour les parents qui sont des personnes non binaires. Qu'est-ce que je fais de ces termes qui sont très genrés, de papa et maman, qui évoquent le masculin et le féminin de façon très forte? Comment moi, en tant que personne non binaire, je vis ça et je choisis potentiellement une autre option. Donc, la manière dont ces discussions-là se posent de façon frontale et assumée chez les futurs parents queer et souvent aussi vont intégrer au dialogue les enfants à venir. Donc, il y a quelque chose de magnifique là-dedans où il y a les enfants en dehors de ce que les parents vont considérer ah, moi, je veux me faire appeler mamou, daddy, je ne sais trop. Il y a souvent beaucoup de réflexions en amont. Puis après, ça se confronte à la réalité des enfants qui vont souvent finir par choisir leur petit mot d'affection pour chacun de leurs parents. Donc, il y a une conscience, une réflexivité, puis une créativité qui est, j'ai envie de dire, mémorable ou enfin à souligner dans la conception des familles queer. Il n'y a pas un chemin tout tracé, une sorte de moule un peu dans lequel se glisser, à l'inverse d'une configuration hétérosexuelle classique où voilà, on inscrit ses pas dans ceux des précédents, peut-être en se posant moins de questions. Là, chacun construit son chemin, construit son propre modèle. Et d'ailleurs, entre les différentes familles et parentalités que vous avez interrogées pour votre livre, chaque modèle est différent
différents. Vous avez parlé de la question de l'appellation. C'est très intéressant. Il y en a une autre aussi que vous évoquez, que je trouve hyper intéressante, c'est celle de la ressemblance physique ou non-ressemblance physique. Alors déjà, vous posez ou rappelez ce postulat-là, que le lien biologique ne fait pas le parent, puisque ce lien n'est pas indispensable pour être dans un modèle de parentalité, et puis que quand il existe, le lien biologique, il n'établit pas nécessairement une filiation. Par exemple, si on prend un homme qui fait un don de sperme à une banque de sperme, il donne ses gamètes, mais ça ne veut pas dire que l'enfant qui sera issu de ce don-là sera dans une filiation de parentalité. Bref, partant de là, vous donnez l'exemple de parents queer qui expliquent à leur enfant qu'il est issu d'un don et qui sont tout à fait transparents là-dessus, qui abordent cette question très ouvertement, d'ailleurs à un âge pas trop tardif envers l'enfant, et pour lui expliquer notamment pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de ressemblance physique entre cet enfant et ses parents. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu là-dessus, Gabrielle Richard? Oui, certainement, avec plaisir. D'ailleurs, sur la question de la ressemblance physique, c'est fort intéressant parce qu'effectivement, dans les familles queer, parfois elle est là, parfois elle est pas là. On y accorde parfois beaucoup d'importance, parfois moins d'importance. Et c'est intéressant de voir à quel point, effectivement, l'entourage aussi accorde parfois une importance si grande à la ressemblance physique qu'on va chercher ou croire voir des ressemblances physiques là où génétiquement il n'est pas censé en avoir. Donc souvent on va refléter à des mères lesbiennes qui n'ont pas porté leur enfant. Ah, comme tu lui ressembles, il a les mêmes yeux que toi, etc. Ce qui, a priori, n'est pas possible. Donc, il y a un désir aussi d'aller chercher ce bagage génétique commun, ou enfin d'y voir quelque chose de l'ordre d'un bagage génétique commun. En ce qui concerne, effectivement, vous l'évoquiez très bien, la manière dont les parents queer font preuve de beaucoup de transparence auprès de leur enfant et souvent auprès de leur entourage, dans la manière dont elles ont réussi à fonder leur famille, à avoir des enfants, etc. Ben déjà, j'ai envie de dire que c'est d'une certaine manière dans un contexte familial où tôt ou tard, les enfants vont être confrontés à la norme hétérosexuelle, que ce soit en arrivant à la crèche, que ce soit à une aire de jeu quelconque, etc. Constamment, on s'en rend peut-être pas compte, mais constamment, on se fait refléter cette idée qu'un enfant est censé avoir un papa, une maman, etc. Donc, cet enfant-là, bien sûr, va intérioriser et comprendre rapidement que c'est ce qui est attendu de lui ou d'elle. Et conséquemment, les parents queer, sachant ça, ayant vécu ça, eux aussi, vont faire preuve de vigilance et chercher à expliquer, puis aussi outiller leur enfant pour comprendre les réactions potentiellement d'adultes et d'enfants autour d'eux. Et donc, cet effort de transparence, il est intéressant parce qu'il est aussi très générateur de créativité. Il y a un certain nombre de parents queer et trans que j'ai eu le plaisir de rencontrer qui racontaient ou avaient même créé des petits livres pour enfants, voire ayant dessiné ou coupé des photos, etc., de manière à illustrer et s'approprier un peu ce narratif autour de la naissance. Il y a beaucoup de livres sur comment les enfants viennent au monde, mais ces livres-là sont dans des contextes qu'on appelle hétéronormatifs, c'est-à-dire vont présumer justement de ce qu'on a évoqué d'entrée de jeu, que tous les enfants vont naître d'un papa et d'une maman et que la maman leur a porté dans son ventre, etc. Donc souvent, ces livres-là qui sont disponibles ne sont pas pleinement adaptés à des configurations alternatives. Donc, il y a beaucoup de parents queer qui vont chercher à développer leurs propres outils, leur propre narration autour de ça, qui va chercher, par exemple, à nommer la personne donneuse ou la personne gestatrice qui a aidé les parents légaux à accomplir leur désir de faire famille. Donc, on va nommer parfois ces personnes-là où on va dire, ben, il y a quelqu'un qui a donné une petite graine. Enfin, ça dépend bien sûr de l'enfant et des mots qu'on préfère utiliser. Pour moi, c'est important de souligner la manière dont les parents queer, effectivement, font preuve de transparence dans un contexte où, institutionnellement parlant, on ne les encourage pas à le faire. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, quand un couple de femmes va en clinique de PMA, de procréation médicalement assistée, il n'est pas rare, même à l'heure actuelle, que par défaut, on cherche à arrimer le donneur de gamètes, c'est-à-dire la personne qui fait le don de sperme, arrimer les caractéristiques physiques de cette personne-là aux caractéristiques physiques de la partenaire lesbienne de la maman qui veut porter l'enfant. Tout se joue dans une optique de soit préserver cette apparence de filiation génétique
ou soit permettent, dans des configurations hétérosexuelles, permettent que ce don de gamètes puisse passer inaperçu. Que dans un contexte, un couple hétérosexuel pourrait ne pas dire avoir eu recours à un don de gamètes et pourrait avoir l'air, entre guillemets, d'être les deux les vrais parents génétiques. Donc, il y a beaucoup de configurations disons, de mécanismes dans l'entourage des parents queer qui vont encourager à peut-être ne pas faire preuve de cette transparence-là. Et je pense que c'est tout à l'honneur des parents queer de dire, ben, effectivement, on a une histoire qui est propre à nous, qui est magnifique et qui mérite aussi d'être connue prioritairement par nos enfants, puis aussi plus largement. Je voulais vous demander de prolonger sur comment est-ce que les familles queer naviguent dans cet univers qui est encore très hétéronormé et quel regard elles portent sur la parentalité hétérosexuelle. Alors évidemment, je ne parle pas de jugement ou quoi que ce soit, mais enfin vous en faites mention dans votre livre. Il peut y avoir parfois un peu de circonspection ou une envie de vraiment pas rentrer dans ce cadre-là qui est quand même très contraignant, vu de l'extérieur en tout cas. Alors, c'est pas le cas de toutes les personnes queer, évidemment, mais beaucoup des personnes queer et trans à qui j'ai parlé portent un regard qui est, disons, un regard d'interrogation sur la famille hétérosexuelle, qui est souvent le contexte qui a généré beaucoup de violence à leur égard. Donc, il y a un peu, vous l'avez dit, un regard un peu circonspect autour de cette famille-là et cette configuration-là qui est souvent regardée comme étant pas nécessairement réalisée en pleine conscience. Et c'est pas un regard qui est porté sur toutes les familles hétérosexuelles dans l'absolu, hein, mais c'est cette idée que, par défaut, il est attendu, dans un contexte d'hétéronormativité, hein, je veux pas être trop théorique, mais dans un contexte d'hétéronormativité, il est attendu que quand un bébé naît et que ce bébé-là, on va dire, ah, c'est une fille, et que nécessairement, dans les projections qu'on va faire sur ce bébé, en raison de son sexe assigné, c'est une fille, donc elle va aimer tel genre de choses, donc on va l'exposer à tel type de jouet, elle va probablement préférer, je ne sais pas, porter tel genre de vêtements, elle va peut-être être plus craintive, va prendre des risques, etc. Donc, dans la série de projections qu'on va faire par défaut, qui peuvent ensuite être déconstruites, mais il y a cette projection de maternité, il y a cette idée que cet enfant va grandir pour devenir un parent, et puis là, en l'occurrence, devenir une mère. Et c'est un peu de l'ordre de l'injonction qui n'est pas interrogée. D'une certaine manière, on ne va pas se demander, au même titre qu'un bébé qui va naître, qui est une petite fille, on ne va pas se demander si effectivement cette petite fille va particulièrement aimer, je vais te faire dans les stéréotypes pour la clarté, mais va particulièrement aimer, par exemple, danser ou dessiner. On va prendre pour acquis que c'est comme ça. De la même façon qu'on va prendre pour acquis que cette petite fille, un jour, va grandir et va croiser le regard d'un magnifique garçon qui va lui plaire et qu'elle va fréquenter un certain temps. Alors, on déploie un certain nombre d'assumptions ou de présomptions sur cet enfant-là, sur la base de son genre. Et la maternité pour les petites filles, de façon beaucoup plus forte que la paternité pour les petits garçons, fait partie de ces injonctions-là qui ne sont pas nécessairement interrogées de l'ordre de qu'est-ce qui est souhaitable pour cet enfant-là. Est-ce que cet enfant-là désire devenir parent dans une telle configuration? Et donc, les personnes queer s'inscrivent en faux par rapport à ça parce que de par leur identité de genre, de par leur orientation sexuelle, déjà, j'ai envie de dire qu'ils vont décevoir ces attentes normatives. Et les gens autour d'eux vont leur refléter ça. Ah oui, tu es gay, mon fils, donc tu ne seras pas parent, je ne peux pas croire que je ne serai pas grand-mère, etc. Donc, ce sont souvent des discours qui sont entendus par les personnes queer, à l'effet qu'ils vont décevoir ces attentes-là. Donc, il y a vraiment un rapport qui est à certains égards, assez conflictuel autour de la manière dont les personnes queer vivent et regardent la norme hétérosexuelle. Vous utilisez cette expression dès le titre de faire famille. Il y a aussi la notion de famille choisie. Vous l'abordez dans votre ouvrage. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup ces derniers temps, la famille choisie, notamment par rapport à l'amitié, par exemple. Choisir son cercle proche en opposition à la famille biologique, justement, qu'on pourrait éventuellement subir. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce concept de famille choisie? D'où est-ce qu'il vient et puis comment vous le maniez en tant que sociologue?
Oui, alors le concept de famille choisie, c'est une notion qui appartient beaucoup à l'histoire des personnes queer et des personnes trans. Pourquoi ce concept-là est né? C'est parce que, par défaut, beaucoup de personnes queer et trans, encore à l'heure actuelle, ne peuvent pas, compter, a priori sur le soutien et la compréhension de membres de leur famille, d'origine, qui est souvent leur famille biologique. Donc, il n'est pas rare et c'est bien malheureux, hein, que des personnes queer et trans puissent vivre des violences intrafamiliales, du rejet, des mises à l'écart, et cetera, et cetera. Et dans ce contexte de manque de soutien, disons, beaucoup de personnes queer ont traditionnellement été se reformer un espèce de noyau familial à l'extérieur de cette famille d'origine. Noyau familial qui, peut comprendre, des amis, très proches de différents cercles, donc des amis d'enfance, des amis queer de l'âge adulte, parfois aussi des ex-partenaires peuvent être membres de la famille choisie. Il peut être question de gens de plusieurs générations aussi. Donc, c'est vraiment cette idée de comment se reformer en dehors des lacunes dont font preuve beaucoup de familles d'origine, comment se recréer ce petit cocon d'amour, de soutien et d'engagement mutuel en marge de ça. Ce qui est intéressant sur le plan sociologique autour de cette notion de famille choisie, c'est effectivement la manière dont elle nous amène, encore une fois, à déraciner la notion de famille de son arrimage pratiquement autour des gamètes. Donc, cette idée que pour avoir une famille, il faudrait nécessairement avoir un lien qui est biologique, qui est génétique, mais aussi qui est juridique. Donc, la notion de famille choisie va s'inscrire en faux par rapport à ça. Il va dire ce qui constitue la famille, ce n'est pas les liens formels ou les liens de sang, c'est le désir de faire famille, l'investissement mutuel des différentes personnes. Et c'est un concept qui parle à beaucoup d'autres gens que les seules personnes queer à l'heure actuelle. Et je pense qu'il faut célébrer la manière dont on est en capacité de créer des liens de grande intimité et de grande connexion en dehors ou en complément de la famille d'origine, parce qu'il y a aussi parfois des gens qui ont des familles choisies qui comprennent des membres de leur famille d'origine. Donc, c'est pas nécessairement excluant l'un de l'autre. Il peut y avoir des recoupements. Merci beaucoup, Gabrielle Richard, pour toutes ces explications. J'invite nos auditeurs, auditrices à les retrouver de manière prolongée dans votre livre « Faire famille autrement ». C'est paru aux éditions Binge Audio en 2022. Et je rappelle, Gabrielle Richard, que vous êtes sociologue, spécialiste des questions de genre et de sexualité, ainsi que professeur en sexologie. Merci beaucoup. Un grand merci à vous. L'interview du Monde devant soi est un podcast de Slate.fr. Production éditoriale, Hélène Decommer et Marie Agassan. Présentation, Hélène Decommer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.